8h30 sur LCI, l'interview ce matin, c'est avec le général Michel Yakovlev. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes ancien vice-chef d'état-major du SHAPE à l'OTAN, commandement suprême interallié, et surtout l'un des meilleurs experts sur le terrain ukrainien. On va parler de ce qui se passe justement sur le terrain, puisque ça bouge dans le sud de l'Ukraine. D'ailleurs, ça fait dire au ministre des Affaires étrangères ukrainien, Dmytro Kuleba, que la prise de Robotyne ouvre la voie à l'offensive ukrainienne jusqu'à la Crimée. Est-ce que de votre point de vue, les Ukrainiens, au moment où l'on parle, sont en capacité de couper le front russe en deux et sont en capacité d'aller jusqu'à la Crimée? On le saura, alors ça fait quelques jours que je dis on le saura d'ici quelques jours. Oui, et ça se décale. Voilà. Parce que ça n'avance pas aussi vite que vous le pensiez? Oui, en fait on est dans un temps plus lent que je ne pensais depuis le début. Alors, j'ai jamais cru en l'offensive foudroyante, d'un coup, là, en 3 jours, c'est bascule la guerre des 6 jours ou la guerre des 100 heures pour libérer le Koweït, vous voyez. Ça, j'y ai pas cru à cause de la parité des forces. De la bonne résistance russe. Oui, et du fait que les Russes ont eu 6 mois pour se préparer et qu'ils l'ont plutôt bien fait. Mais il se passe quand même quelque chose en ce moment dans le sud de significatif de votre point de vue, ou c'est un épisode de la guerre parmi d'autres, malheureusement? Ça sera très... Alors, ce qui est significatif, c'est que les Russes ont dû bouger de la réserve, leurs troupes d'élite, les pompiers, en fait, ils les ont amenés sur la brèche. Donc, ça veut dire qu'ils sont peut-être en train de craquer, pas loin de craquer. Je m'arrête sur le mot, vous dites brèche, parfois on entend percer. Comment est-ce que vous qualifiez ce qui se passe? Très clairement, au sens militaire du terme, on a bréché la première ligne. La percée, c'est quand on a bréché la première, la deuxième, la troisième, et qu'on cavalcade sur les arrières. Donc il est encore trop tôt pour dire qu'il y a une percée. On n'est pas dans la percée, on n'est clairement pas dans la percée. Et on saura si les Ukrainiens y arrivent, s'ils arrivent à craquer la deuxième ligne. Alors il semblerait qu'ils sont en train d'aborder la deuxième ligne. Donc ils viennent lécher et chercher. S'ils arrivent à faire craquer la deuxième ligne, je suppose qu'après, ça ira assez vite, parce que d'après ce que j'ai lu, pour les experts américains et anglais, enfin ceux qui ont accès à des sources, etc., les Russes ont fait un gros effort sur leur première ligne. Du coup, ils sont obligés un peu de combler la deuxième. Qui est peut-être la plus dure à franchir. Il n'y a peut-être pas grand-chose derrière. En d'autres termes, ils ont durci le front. Et puis il n'y a plus grand-chose. Donc on peut espérer pour les Ukrainiens que d'une certaine manière le plus dur soit fait dans cette avancée dans le sud. Le plus dur soit fait, oui. Le plus décisif, on le saura là. Alors ça fait maintenant une semaine que je dis dans quelques jours. Donc maintenant je suis plus prudent. Mais s'ils n'arrivent pas à brécher la deuxième ligne, je pense qu'il vaudra mieux qu'ils arrêtent. Je précise qu'on reparlera de tout ça dans un instant, bien sûr, et aussi ce soir à 20h avec un rendez-vous très important, puisque Darius Rojban recevra sur LCI Dmytro Kuleba, le ministre des Affaires étrangères ukrainien. Qu'est-ce qui manque justement aux Ukrainiens pour avoir la certitude d'aller au bout de leur projet, de pouvoir franchir ces lignes les unes après les autres? Est-ce que là on parle d'hommes? Est-ce qu'on parle d'armes? Est-ce qu'on parle de la nature des armes? On revient souvent à la question des avions. Sur quoi ça se joue? Alors, globalement, il leur manque la supériorité numérique et technique et qualitative, tout simplement. Là, quand vous êtes à parité avec votre adversaire, en gros, et qu'il a eu le temps de se retrancher, c'est compliqué. C'est demander à un judoka de 60 kg d'attaquer un judoka de 120 kg, si vous voulez. Donc là, ils ont plusieurs avantages. Il semblerait qu'ils aient gagné la guerre des feux, la guerre de l'artillerie, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'artillerie russe face à eux, mais ce qui veut dire que leur artillerie à eux pèse plus sur la bataille que l'artillerie russe. Ils n'ont pas... alors, il semblerait qu'ils fassent voler des avions ou des hélicoptères, et ils en perdent d'ailleurs, parfois pas en exercice. Donc, ils commencent à opérer avec leurs moyens aériens sur le front. Mais par exemple, les F-16 ne feraient pas ce travail, si vous voulez. Donc c'est pas l'absence des F-16 qui les gêne. Il leur a manqué beaucoup de moyens de bréchage, des moyens spécifiques, du génie, pour percer, pour physiquement à terre, pour avancer, détruire les mines, etc. Vous disiez à l'instant, bon, si bonne nouvelle pour les Ukrainiens, dans les jours à venir les choses bougent, on est effectivement à un moment d'importance tout à fait particulière, puisqu'on se rapprochera en effet, je l'évoquais, de la Crimée en citant tout à l'heure Dmytro Kuleba. Mais dans le scénario que vous évoquez, si ils n'arrivent pas à aller plus loin, qu'on en reste à cette première ligne, est-ce qu'on peut imaginer comment ils tiennent cette position et qu'ils aient un peu enfoncé le front russe, ou de ce fait, ce sera l'obligation pour eux de reculer, de partir en arrière? Reculer, non. Comment dire, ils utiliseront les trous des Russes, d'ailleurs.
Pour eux-mêmes solidifier des positions. À leur profit, et voilà. D'où l'intérêt d'ailleurs de Bakhmout, parce que il semblerait que ça étonne beaucoup les Américains. Je me dis que Bakhmout est peut-être leur plan B. Le plan A, c'est d'aller jusqu'à la mer d'Azov, où que ce soit, de couper la poche russe en deux, et donc de commencer sérieusement l'encerclement de la Crimée. Si ça ne marche pas, c'est pas la peine de creuser plus profond une ligne qui n'atteindra pas la mer. Donc autant aller chercher ailleurs. Là, vous perdez votre temps. Et là, ils ont entretenu Bakhmout, ils l'ont gardé au chaud, si j'ose dire. Et je me dis que c'est peut-être leur plan B, parce qu'à défaut d'une victoire décisive au sens opérationnel du terme, en atteignant la mer d'Azov, peut-être que Bakhmout sera une petite victoire sans intérêt opérationnel réel, mais psychologiquement on revient très au symbole. Dur pour les Russes. On revient au symbole. Donc ils ont peut-être gardé ça comme plan B. En début de semaine, à votre place, sur ce plateau, le commissaire européen Thierry Breton redisait encore une fois, c'est un discours qu'il tient régulièrement, qu'il fallait aussi avoir l'esprit que ça pouvait être une guerre longue, durable, qu'on devait être en capacité d'aider les Ukrainiens aussi sur le temps long. Qu'est-ce qui pourrait, à l'inverse, provoquer une accélération? Qu'est-ce qui pourrait provoquer la fin de cette guerre soudaine, précipitée, rapide? Est-ce que, par exemple, là, l'opération ukrainienne dont on parle, si elle venait à réussir, serait un tournant suffisamment puissant pour qu'on arrive à une avancée, une victoire même? Oui, s'ils parviennent à percer et à atteindre la mer d'Azov et à résister aux contre-attaques russes, donc à verrouiller, après, la Crimée, ils vont pouvoir torturer la Crimée, si je veux dire. Vous voyez ce que torturer au sens figuré, bien sûr. Figuré, oui, ils vont entretenir le spectacle un certain temps. Ils en créeront un abcès purulent, un drame permanent pour Poutine. Donc pour moi, le seul facteur d'accélération là que je vois, c'est la chute de la maison Poutine, qui peut arriver pour d'autres raisons que ce qui se passe sur le front. Oui, indépendamment du combat, en fait. Elle a sa logique propre. Dans la chute de la maison Poutine, elle a sa logique propre, qui est alimentée par ce qui se passe en Ukraine, mais qui continue en elle-même, je pense. Qui est plus peut-être du domaine de la politique et du jeu de pouvoir que du domaine militaire et de terrain. Quand on entend Thierry Breton dire qu'il faut être capable d'aider les Ukrainiens sur le temps long, ça pose aussi la question de ce que nous faisons, de ce que nous produisons. L'Union européenne, il le dit souvent aussi, s'est engagée à 1 million d'obus à l'Ukraine. Bon, c'est un chiffre qui parle, mais il n'y a pas que ça. Et de loin. Est-ce que nous sommes prêts, de votre point de vue, à soutenir cette guerre longue? Est-ce que les Occidentaux, les Européens en ont la capacité, les capacités de production, les capacités économiques, c'est peut-être moins votre domaine, mais il y a quand même la question de la soutenabilité qui se pose à nous. Oui, absolument. Alors, on est en train de mettre en place, semble-t-il, l'outil industriel qui permet de le faire. Quand Thierry Breton parle d'1 million d'obus comme un... Alors, c'est un très grand chiffre. Les Russes ont commencé la guerre avec 17 millions d'obus. C'est bien d'avoir le sens des proportions. En février de cette année, donc après 1 an de guerre, les estimations américaines étaient qu'ils en avaient consommé 10 millions. Donc les Russes ont consommé 10 millions d'obus en 1 an. L'Union européenne se prépare à donner 1 million d'obus. Il reste, alors c'est en février, donc il reste moins de 7 millions d'obus aux Russes aujourd'hui, peut-être 5 millions. Pour donner un ordre de grandeur. Alors maintenant, les obus occidentaux, avec les canons que nous avons, etc., on en consomme moins que les Russes parce qu'ils sont plus efficaces, plus précis, etc., etc. Mais il y a quand même je ne vais pas dire qu'on est loin du compte. 1 million, c'est déjà beaucoup. Mais d'abord, ils ne sont pas livrés après-demain, j'ai pas rêvé. Non, c'est sur 1 an. C'est un objectif à 1 an. Un objectif à 1 an. Donc l'Union européenne se fixe comme objectif à 1 an, en gros, de produire 1/17 du stock russe du début de la guerre. Vous voyez, ça donne un ordre de grandeur, mais aussi de la préparation par les Russes de la guerre. Alors ça fait... Ce qui n'était pas notre cas, bien sûr. Ça fait froid dans le dos quand vous donnez les proportions. Cela dit, les Européens ne sont, heureusement, je vais le dire pour les Ukrainiens, pas seuls. Il y a les Américains qui, depuis le début, sont bien sûr les plus gros soutiens. Il y a d'ailleurs encore une nouvelle aide annoncée il y a quelques jours. Les Américains le font régulièrement, comme les Européens. On ne peut pas ne pas être aussi interpellé par le fait qu'aux États-Unis, on entend aussi de plus souvent les doutes sur l'opération ukrainienne, sur la capacité des Ukrainiens à remporter la victoire. Et certainement qu'au fur et à mesure qu'on s'approchera de la présidentielle américaine, ces doutes seront encore plus présents dans le débat. Est-ce que de votre point de vue, il y a un vrai risque que les États-Unis lèvent le pied et abandonnent les Ukrainiens en race campagne ? Alors jusqu'aux élections, non, puisque l'administration Biden, ils sont droits dans leurs bottes. Vous voyez, ils continuent.
Et ils essaient d'engranger le maximum d'aide avant, au cas où. Bon. Avec une administration... Au cas où Trump l'emporterait et lèverait le pied sur l'aide. Et Trump, lui, il est clairement dans un mode de reddition. Poutine est son meilleur ami et forget l'Ukraine, vous voyez. Donc, ce qui est un calcul à court terme désespérant, mais bon. Mais ça veut dire quand même, si on prend le cadre que vous fixez, qu'il faudrait, dans un monde idéal, que les choses se règlent dans l'année qui vient, sous la présidence Biden, avant que l'élection ait lieu. Est-ce que vous croyez que la guerre puisse se terminer dans l'année à venir? On en est à raisonner comme ça aujourd'hui. On se dit, vous disiez quelques jours, mais là, il faut même un an. En dehors de la rupture politique que j'évoque comme une hypothèse, ouais. Non, on est parti sur longtemps. Maintenant, les Américains, le Vietnam... Quand vous dites longtemps, pardon, juste pour bien comprendre, oui. Général Yakovlev, vous pensez à quoi quand vous dites on est parti pour longtemps? Vous pensez que la guerre durera plusieurs années? En dehors de la chute de la maison Poutine, là, sur une simple logique militaire de confrontation canon contre canon, je suppose qu'on est sur 2 ou 3 ans. Encore supplémentaire, en plus de ce que l'on a déjà vécu depuis plus d'un an et demi. Oui, de ce que les Ukrainiens ont vécu depuis plus d'un an et demi, parce que nous, on est quand même relativement tranquilles, grâce à eux. Alors maintenant, les perspectives électorales en Amérique. Je ne suis pas convaincu que ça sera un élément déterminant des élections. En réalité, les Américains, ils s'en foutent. La vérité des prix, c'est que Joe Sixpack, comme ils disent, le gars du Kansas, que j'en ai fréquenté un certain nombre, en réalité, il s'en fout total de l'Ukraine. Dans le vote, mais il peut y avoir des conséquences après le vote dans la politique américaine est conduite. Ça sera un sujet marginal. Et d'ailleurs, c'est le cas, par exemple, il y a quelques années en Europe, le gouvernement des Pays-Bas était tombé sur le sujet de l'Afghanistan. L'opposition l'avait fait tomber au sujet de l'Afghanistan. Et du coup, il y a eu une campagne électorale. Le mot Afghanistan n'a été prononcé par personne. Donc en fait, il y a des prétextes politiques pour faire tomber quelqu'un ou pour déstabiliser quelqu'un. Mais une fois qu'on y est, la logique s'impose. Voilà. Sur la manière dont la contre-offensive se mène, il y a eu beaucoup de commentaires sur le rythme, sur la stratégie ukrainienne. Ça a conduit le ministre des Affaires étrangères ukrainien, Dmytro Kuleba, à s'emporter cette semaine de manière assez claire. Il demande qu'on se taise. Il dit tous ceux qui expriment leurs critiques sur la contre-offensive doivent se taire. Est-ce que vous partagez cette idée? Est-ce qu'on doit se taire? Est-ce qu'il y a une obligation, par solidarité, par soutien aux Ukrainiens, de s'abstenir de commentaires sur la contre-offensive? C'est pas par solidarité, c'est par honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire qu'on reproche, il y en a qui reprochent aux Ukrainiens de ne pas faire la guerre comme les Américains. Bah oui, donnez-leur les moyens des Américains et ils vous feront peut-être la guerre à l'américaine. C'est pas le cas. Donc les Ukrainiens font la guerre avec les moyens qu'ils ont, avec la fatigue musculaire de 18 mois qu'ils ont, parce que là on demande à un marathonien de faire un sprint. C'est sympa, mais lui ça fait 25 km qu'il court. Donc il va peut-être pas vous faire 12 secondes au 100 mètres. Vous voyez, donc ceux qui, le cas échéant, paraît-il, demandent aux Ukrainiens d'accélérer, ils ne sont pas dans le cas des Ukrainiens. Surtout les Ukrainiens, ce n'est pas qu'une question de matériel, c'est aussi une question d'entraînement, de structure de commandement, de doctrine, de culture militaire. Voilà. Donc, si on se place quelques mois en arrière, on disait c'est au printemps et à l'été que le terrain bougera, que la contre-offensive pourra se faire. Bon, on va arriver sur l'automne, dans quelques semaines maintenant. L'automne, l'hiver, la fameuse Rasputitsa dont on parlait à ce moment-là, le moment où les terrains deviennent boueux, où c'est très difficile d'avancer. Il vous paraît acquis qu'on est reparti pour un hiver où le conflit sera gelé au sens propre, avec la météo, et figuré dans le sens où les positions ne bougeront plus? Pas forcément, parce que l'hiver dernier, la situation a été gelée parce que les contre-offensives ukrainiennes étaient arrivées à l'épuisement des moyens et que les Russes ont commencé à creuser. Donc les deux camps, en fait, creuser, c'est à s'installer pour avoir des défenses, pour refaire leur stock, pour entraîner leurs gens, etc. Consolider leur position. Là, si les Ukrainiens ont des raisons de continuer à avancer, par exemple, c'est pas l'hiver qui les arrêtera. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu de très belles offensives d'hiver. Alors la Rasputitsa fait une pause ça dépend de la météo du moment, mais c'est quelques semaines. Mais cette année, la Rasputitsa, elle a été... il y a eu plusieurs épisodes pluvieux, avec intercalés des épisodes secs.
Donc il peut y avoir des avancées par intermittence. Oui. Sur la question ensuite des moyens, on a eu cette annonce il y a quelques heures du président ukrainien Volodymyr Zelensky et de Alexis Danilov, le secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense, qui parle d'une arme ukrainienne capable d'atteindre une cible située à plusieurs centaines de kilomètres, ce qui veut donc dire être capable de frapper la Russie en profondeur. Quel crédit on doit apporter à cette annonce? Qu'est-ce que ça représente ou représentera en termes de capacité pour les Ukrainiens et en termes de volume? Parce que c'est pas tout d'avoir l'arme, encore faut-il l'avoir en masse. Ça, c'est important. D'abord, la capacité de frappe dans la profondeur, il la montre depuis un certain nombre de frappes. Souvent avec des drones. Souvent avec des drones ou des missiles, par exemple des missiles sol-air qui ont été transformés en missiles sol-sol, si vous voulez, des vieux clous qu'on modifie. Ce que ça montre, c'est que les Ukrainiens qui avaient réussi quelques beaux coups, vous vous souvenez, l'année dernière, en fin d'année, quand ils avaient tiré sur la base d'Engels, 600 km dans la profondeur, en endommageant, semble-t-il, 2 avions très chers, Tu-22. Donc là, à l'époque, on était dans quelques coups, au sens, il y en a 2 qui sont passés, ça a marché. Bon, maintenant, ça devient plus constant, plus régulier. Ils font des frappes combinées avec plusieurs moyens différents, ce qui complique la vie des systèmes de défense. Et donc, je pense qu'on est sorti de la phase artisanale et qu'on rentre dans la phase industrielle. Les Ukrainiens sont en train de développer plusieurs armes à longue portée, y compris navales d'ailleurs. Et ils les améliorent face aux défenses. Alors, ça ne sera sans doute pas des capacités de production considérables, mais c'est assez pour contraindre les Russes à redéployer leur défense solaire en profondeur. Donc ça ouvre des espaces et ça fait moins de défense au-dessus du front. Donc ça invite les Ukrainiens à utiliser plus audacieusement leur arme aérienne. Ensuite, ça ouvre un nouveau champ de possibilités. Ça ouvre un nouveau champ de possibilités, ça ouvre un champ d'inquiétude pour les Russes et ça leur complique le jeu stratégiquement. Cela dit, on est quand même frappé, général Yakovlev, du fait que 1 an et demi après le début de la guerre, les Russes sont toujours capables de mener des offensives de nature et d'ampleur variée, mais elles sont là. Là, il y a quelques heures, c'est l'oblast de Soumy dans l'est de l'Ukraine qui est pilonné. 27 bombardements d'après l'administration militaire régionale, 167 explosions. Cette semaine, on a eu aussi une nouvelle vague sur Kiev avec 2 morts. D'ailleurs, c'est certainement l'attaque la plus importante depuis le printemps. Bon, 2 morts seulement, mais une vague de frappe quand même importante. Ils ne sont pas au bout de leur capacité, les Russes. Vous parliez tout à l'heure des obus. Les Russes sont toujours en capacité de mener des frappes. Alors les estimations que j'ai lues sont qu'à l'heure actuelle, ils produisent à peu près 100 missiles de croisière ou balistiques par mois. Ils en avaient plus de 3500 au début de la guerre. Et surtout, ils les ont consommés dans des attaques débiles sur les maternités, les théâtres et les immeubles. Toutes les frappes civiles qui visaient à terroriser la population. Ils ont fait des frappes civiles. C'est outre l'aspect immoral de la chose, c'est au sens militaire, c'est homo débilus dans toute sa splendeur. Voilà. Les Ukrainiens, eux, ne frappent que des cibles militaires ou d'intérêt militaire direct. Outre l'avantage moral que ça leur donne, éthique, il y a aussi le fait que comme ils ont beaucoup moins de missiles, ils n'ont pas intérêt à les gaspiller sur des cibles débiles. Donc la stratégie est plus fine côté ukrainien, plus maligne militairement. Ils ont beaucoup moins de moyens. Alors maintenant, s'ils avaient 2000 missiles de croisière, est-ce qu'ils bombarderaient les civils ? J'ose espérer que non, mais en tout état de cause, la question ne se pose pas trop pour eux. Le pont de Kerch, les ponts au nord de l'isthme de Perekop, là, qui raccroche la Crimée au continent, des dépôts, des gares bref, les gares où on débarque le matériel, si vous voulez, les gares entrepôts, les bases aériennes et tout ça, ce sont des cibles militaires légitimes qu'ils frappent dans la profondeur, avec peu de moyens, mais avec un intérêt stratégique militaire. Parfois aussi, quand il y a des frappes, ça met en lumière le positionnement des troupes des uns et des autres. Là, c'est le cas, par exemple, sur les navires en mer Noire. La Russie a affirmé avoir détruit 4 navires militaires ukrainiens en mer Noire qui transportaient
selon le ministère russe de la Défense, 50 membres des forces spéciales ukrainiennes. Il y a des forces spéciales ukrainiennes en mer Noire aujourd'hui. La mer Noire n'est pas entièrement aux mains des Russes. Non, la mer Noire est contestée dans une guerre asymétrique qui est très intéressante, qui fera les annales enfin, pour mes amis marins, hein, ils font... alors là, quand ils disent 4 bâtiments militaires, je suppose que c'est 4, comme nous on a chez nos commandos, les étracos. C'est-à-dire comme un Zodiac avec une quille dure. Enfin voilà, donc des petits bateaux en fait. Donc ils ont flingué entre guillemets 4 Zodiacs. Ça me fait beaucoup de peine et c'est très triste pour les Ukrainiens. C'est pas ça qui sont. Ce ne sera pas la nature à faire un tournant dans l'offensive. Merci beaucoup, Général Michel Yakovlev, de nous avoir éclairé ce matin sur toutes les subtilités du terrain ukrainien, malheureusement bien sûr avec des opérations dramatiques, mais aussi quelques motifs d'espoir qu'on a entendus dans cet entretien.